met encore au fur et à mesure les participants, mais on va pouvoir commencer doucement parce qu'on a pas mal de choses à se dire à l'occasion de ce stage de découverte du droit, on va dire deuxième session, puisque vous avez en principe eu la première session avec Fanny mardi qui vous a parlé du droit privé. Et donc ce soir, elle vous avait accueilli, je crois d'ailleurs, avec un amphithéâtre derrière elle. Et donc ce soir, je vous parle moi de droit public, donc l'autre grande branche du droit que vous étudierez à partir de l'année prochaine pour celles et ceux qui vont rentrer, qui allaient rentrer, pardon, à l'université. Et donc le droit public, pour l'illustrer, j'ai choisi pour ma part, bien sûr, l'Assemblée nationale, puisque vous savez qu'en France, la loi et plus généralement, les normes sont édictées, adoptées au nom de la nation, cette belle construction révolutionnaire. Et donc, c'est aussi le lieu où les lois sont votées. Et donc, il me paraissait pertinent, du coup, de choisir l'Assemblée nationale comme fond d'écran. Je vais partager donc mon petit PowerPoint qui nous permettra de suivre ensemble les éléments de ce stage de découverte du droit public. Je vous remercie simplement pour votre présence. Je vous rappelle que le but de ce stage, c'est simplement une initiation. Donc, on ne va pas aller dans le détail du détail. Le but, c'est de vous montrer ce que vous allez étudier à l'université l'année prochaine, pour la partie en tout cas droit public, étant entendu que, je vous le rappelle, hein, les premières années de droit, vous n'avez pas véritablement le choix. C'est-à-dire qu'on ne va pas encore chercher à déterminer si vous avez un profil plutôt privatiste ou plutôt publiciste. Vous allez être confronté et au droit privé et au droit public, et c'est seulement ultérieurement que vous allez pouvoir commencer à faire un peu votre shopping et éventuellement à prendre un peu plus de droit public ou un peu plus de droit privé. Et donc, dans un premier temps, vous n'aurez pas le choix, vous serez confronté aux deux matières. Donc, le but aujourd'hui, c'est de voir un petit peu ce qu'on apprend quand on fait du droit public à l'université. Alors, je vais partager mon écran. Alors, je prends le temps de le faire pour être sûr que ça fonctionne bien, parce que je ne suis pas encore un as du partage d'écran, mais enfin, ça devrait aller. Voilà, je commence donc ce stage de découverte du droit. Vous n'hésitez surtout pas à m'interrompre si ce n'est pas clair. Alors, idéalement, lors de la présentation, plutôt sur le fil de discussion. N'hésitez pas à m'interpeller si vous avez besoin que je reprenne quelque chose. Et de toute façon, à la fin de ce stage, on laissera un temps de questions-réponses suffisamment long pour que vous puissiez justement vous exprimer et que je puisse revenir sur des points qui vous ont intéressé ou sur lesquels peut-être je n'étais pas suffisamment clair. En tout cas, il ne faut pas hésiter à le dire, ce stage est fait avant tout pour vous. Nous allons donc parler de droit public aujourd'hui. Alors, je continue à mettre des gens en salle d'attente. Voilà. Alors, on va faire deux choses aujourd'hui. D'abord, je vais vous parler du droit public en général. Je vais vous en faire une présentation sommaire et je vais vous expliquer ce que sont les principales branches du droit public. Et ensuite, on va consacrer à peu près la moitié de notre temps à parler d'une des grandes matières du droit public, c'est-à-dire le droit constitutionnel. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix-là? Parce qu'il est évident que sur le temps qui nous est donné, on ne peut pas tout envisager. Je ne voulais pas m'en tenir à une vision trop superficielle sur le droit public, et je trouvais pertinent de se focaliser sur le droit constitutionnel, parce que c'est la matière à laquelle vous allez être confronté l'année prochaine. Dès la première année, vous avez 2 semestres de droit constitutionnel. Dans la plupart des universités, vous allez avoir un premier semestre dit de théorie générale du droit constitutionnel, et vous allez avoir ensuite un deuxième semestre qui portera plus sur la Ve République, autrement dit, nos institutions actuelles. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit qu'il était pertinent de consacrer un peu plus de temps à vous parler de droit constitutionnel, parce que ça vous donne une perspective sur ce que vous allez voir l'année prochaine. Mais je vous rassure, on ne fera pas de théorie générale, on ne va pas rentrer dans des considérations trop précises à ce stade. On parlera de la Ve République, parce que je pense que pour vous, c'est quand même plus concret et ça rejoint quand même assez largement l'actualité. Mais avant de parler du droit constitutionnel, venons-en donc à la présentation du droit public et de ses principales branches. Alors, j'essaie de retrouver mon PowerPoint. Donc, première question que nous nous posons ensemble, qu'est-ce que le droit public et qu'est-ce qui différencie le droit public du droit privé que Fanny vous a présenté mardi? Alors, d'abord, il faut proposer une définition du droit public. Le droit public, c'est un ensemble de règles juridiques contraignantes
qui vont d'abord régir le fonctionnement des institutions publiques et qui ensuite vont régir les rapports entre les particuliers et les personnes publiques, étant entendu que la première personne publique, la plus importante, c'est bien sûr l'État, avec un E majuscule. En droit, on a pris l'habitude d'écrire l'État en tant que personne morale de droit public avec un E majuscule, donc vous pouvez d'ores et déjà prendre ce réflexe. Donc vous voyez qu'ici, lorsqu'on parle du droit public, on a en quelque sorte une double dimension. On a une dimension horizontale, c'est le fonctionnement des institutions publiques. Et on a une dimension verticale, c'est l'individu, et face à l'individu, les personnes publiques, et plus particulièrement l'État. Là où vous avez vu avec Fanny que le droit privé, c'est plutôt le droit des rapports entre les particuliers, eh bien le droit public, c'est plutôt le droit des rapports entre les institutions ou entre les pouvoirs publics, et c'est aussi le droit des rapports entre les pouvoirs publics et les personnes. Donc on retrouve cette double dimension horizontale et verticale. Alors lorsqu'on parle du droit public de façon très large, comme je viens de le faire, il faut bien sûr préciser un peu le propos. Il y a plusieurs branches dans cette matière qu'est le droit public. La première, celle dont nous parlerons un peu plus tout à l'heure, c'est le droit constitutionnel. Alors le droit constitutionnel, si on veut le présenter rapidement, vous allez voir qu'on va retrouver précisément la double dimension que j'ai expliquée il y a un instant. On va y retrouver la dimension horizontale. Quand on fait du droit constitutionnel, et lorsque vous allez faire du droit constitutionnel à l'université, vous allez d'abord étudier les rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels. Les rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels, on va s'intéresser principalement au mode de dévolution et au mode d'exercice du pouvoir. Le mode de dévolution et le mode d'exercice du pouvoir. J'ai mis quelques exemples concrets qui sont bien sûr très loin d'être limitatifs, mais on va étudier par exemple comment est élu le président de la République. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, sous la Ve République, notre Constitution prévoit le principe d'une élection du président de la République au suffrage universel direct, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Avant 1962, le président de la République était élu par un collège de grands électeurs. Et dans les républiques antérieures, il était élu par le Parlement. Donc il y a différents types de modes d'élection qui peuvent être prévus par la Constitution et qui vont avoir bien sûr un impact sur la manière dont l'État va fonctionner. Vous vous doutez bien que le régime ne va pas fonctionner de la même façon selon quel président a une forte légitimité démocratique ou au contraire s'il n'est que, entre guillemets, l'élu du Parlement. Et ça, le général de Gaulle l'avait très bien compris, c'est pour ça qu'il a fait élire le président de la République au suffrage universel direct, c'était précisément pour donner plus de légitimité au président de la République, et c'est ce qui a conduit en partie au régime que vous connaissez aujourd'hui, parfois critiqué d'ailleurs, on en reparlera, comme étant un régime présidentialiste. Donc comment le président est élu, ça peut être un exemple. Comment la loi est-elle adoptée? On était tout à l'heure devant l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, c'est l'une des chambres de notre Parlement, mais la loi, elle n'est pas adoptée par l'Assemblée nationale, c'est plus compliqué que ça. Elle peut être initiée par le gouvernement ou par des parlementaires. Il y a deux chambres dans le Parlement, sous la Ve République, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui n'ont pas tout à fait les mêmes prérogatives. Et puis, il existe un contrôle des lois qui est fait par un organe qu'on appelle le Conseil constitutionnel. Donc en réalité, et sans vous faire l'histoire la plus longue et la plus complexe, on comprend que derrière une question en apparence simple, comment la loi est-elle adoptée, il y a toute une série de règles à maîtriser. Et lorsqu'on fait du droit, et j'ai presque envie de dire même juste lorsqu'on est citoyen, faisant du droit ou pas, on est tenu quand même de savoir comment la loi, qui est censée exprimer la volonté générale, est faite. Autre exemple, toujours dans les rapports entre les pouvoirs publics, quelles sont les garanties d'indépendance de l'autorité judiciaire? On en a beaucoup parlé récemment avec l'affaire Sarkozy-Bismuth, par exemple. Là, je vous donne vraiment un exemple récent, disant est-ce que le parquet est suffisamment indépendant? Est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation de la justice? On a beaucoup entendu parler de ça. Nous, notre rôle en tant que juriste n'est pas de prendre parti, de dire c'est vrai ou c'est faux, mais on va regarder les règles et se demander si elles protègent suffisamment l'indépendance de l'autorité judiciaire par rapport, par exemple, à ce qui se passe dans d'autres pays. Est-ce que nos magistrats en France sont suffisamment
indépendant. Quelles sont les règles qui garantissent cette indépendance? Voilà le type de questions qu'on va se poser dans la première dimension, ce que j'ai appelé la dimension horizontale. Ensuite, toujours lorsqu'on va étudier le droit constitutionnel, on va retrouver la dimension verticale dont je parlais tout à l'heure. Les constitutions, qu'il s'agisse de la constitution française ou de la constitution allemande ou américaine, peu importe, dans la plupart des États de droit, les constitutions comportent non seulement des règles qui organisent le fonctionnement de l'État, mais comportent aussi des règles de fond, des règles qui sont au cœur de notre contrat social. Vous voyez, par exemple, si vous regardez la Constitution de la Ve République, vous verrez qu'au terme de son article 1er, eh bien, la République est une république démocratique, sociale et laïque, et qu'elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Ça, ce sont des principes de fond qui sont au cœur de notre contrat social. La France est une république laïque. Ça veut dire que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. C'est le cas en France, ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. C'est une règle que nous avons considérée essentielle et donc mis dans la Constitution. Dans notre Constitution, on a aussi posé le principe qu'il y avait une égalité sans distinction d'origine, de race ou de religion. Ce qui revient à dire, par exemple, qu'on ne peut pas faire en France ce que les Américains appellent l'affirmative action et qu'on appelle, nous, la discrimination positive. On ne peut pas se fonder sur l'origine d'une personne pour lui attribuer, par exemple, un droit spécifique. Ça, c'est contraire à nos principes constitutionnels. Et donc là, on va examiner la Constitution et se poser des questions concrètes. Exemple, est-ce que la peine de mort est constitutionnelle? Et évidemment, la réponse va dépendre de l'interprétation que l'on va faire de la Constitution. Et ça, retenez ça dès maintenant, parce que vous allez l'étudier à la fac. Très souvent, le droit, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas l'apprentissage bête et mécanique de textes, mais c'est plutôt un raisonnement à partir d'un texte. Et c'est une interprétation d'un texte. Alors parfois, le texte vous donne une réponse très précise à une question. Vous dites, est-ce que la peine de mort est conforme à la Constitution? Aujourd'hui, je suis en capacité de vous dire non. Sous la Ve République, nous avons un article de notre Constitution qui interdit, c'est l'article 66-1, qui interdit purement et simplement la peine de mort. Donc, aujourd'hui, la peine de mort est contraire à la Constitution. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Et il y a des pays dans lesquels il n'y a pas de disposition expresse. Donc, il faut interpréter. Par exemple, la Constitution des États-Unis interdit les traitements cruels et inhabituels. Est-ce que la peine de mort est un traitement cruel et inhabituel? Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas d'algorithme qui permette de déterminer si la réponse est oui ou non. Il y a un travail d'interprétation du texte. Et il y a ce qu'on appelle le travail de la jurisprudence. Les juridictions qui vont interpréter le texte et essayer de déterminer s'il implique ou non l'interdiction de la peine de mort. Et parfois, la jurisprudence peut évoluer en fonction des circonstances et en fonction aussi des mœurs. Donc, elle n'est pas figée. Donc, enlevez tout de suite cette idée qu'il suffirait d'appliquer un texte pour savoir ce qu'est le droit. Si tel était le cas, il ne serait pas nécessaire de faire autant d'années d'études. Finalement, n'importe qui pourrait aller chercher sur Internet, sur le site Légifrance, trouver le texte applicable, encore que ce ne soit pas si simple que ça à faire dans la pratique, et puis appliquer mécaniquement la règle. C'est loin d'être systématiquement le cas. On peut donner l'exemple de l'avortement, du mariage entre deux personnes de même sexe, ou de techniques intrusives dans la vie privée, comme la géolocalisation, dont on parle beaucoup ces derniers temps. Ce ne sont que quelques exemples de questions qui sont posées aujourd'hui dans les grandes démocraties et qui impliquent d'interpréter les règles posées par la Constitution. Voilà donc dans les très grandes lignes, on est vraiment ici à ce stade dans de la vulgarisation, ce que sont les axes de réflexion de la matière qu'on appelle droit constitutionnel. Je laisse passer juste quelques instants pour être sûr que c'est bien clair pour tout le monde, donc vous n'hésitez surtout pas à me poser des questions. Et vous êtes aussi autorisé à me dire si c'est clair, ça me rassure toujours un enseignant.
Tout est clair. Super, merci beaucoup. N'hésitez pas à prendre la parole quand je marque des pauses comme ça, etc. Parce que c'est important pour moi voilà, d'être sûr que tout passe bien. Pouvez-vous redire ce qu'est la dimension horizontale? Alors, la dimension horizontale en marine, l'idée, c'était que le droit public pose des règles qui organisent des institutions qui sont placées sur un même plan. Par exemple, les rapports entre le président de la République et le gouvernement. Est-ce que le président peut virer le Premier ministre, par exemple? Oui. Que dit la Constitution là-dessus? Comment la loi est adoptée? La place du gouvernement, la place des chambres, le rôle du Conseil constitutionnel. Ça, c'est la dimension horizontale. La dimension verticale, il faut l'imaginer avec en dessous, entre guillemets, dans le schéma, les individus, les personnes physiques ou les personnes privées, et au-dessus, les personnes publiques. Et au milieu, des règles de droit qui régulent leurs rapports et qui disent si oui ou non, par exemple, le législateur peut prévoir la peine de mort comme sanction si une infraction est commise. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé, Marine, par rapport à votre question. Alors, le droit administratif maintenant. La terreur, la frayeur de nombreux étudiants en deuxième année. Nous avons l'habitude, j'allais presque dire de les recueillir, mais bien sûr, c'est un terme qui peut passer pour péjoratif, mais nous, au CFJ, on a des étudiants qu'on récupère qui sont traumatisés du droit administratif en deuxième année. Le droit constitutionnel s'est passé correctement, mais alors le droit administratif, c'est la terreur. Et c'est dommage parce que c'est une superbe matière qui, lorsqu'elle est bien enseignée de façon ludique, avec pédagogie, eh bien, est très intéressante. Et donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous en parler beaucoup précisément parce que je pense que c'est une matière qui mérite d'être étudiée de façon progressive, mais je voulais juste vous en dire quelques mots quand même de ce droit administratif. Alors, d'ailleurs, certains ont peut-être des parents qui ont fait du droit et qui ont gardé un souvenir terrible du droit administratif. Moi, personnellement, j'avais beaucoup aimé quand j'étais étudiant, mais parce que j'avais un super prof, c'est souvent comme ça que ça se produit. Alors, on retrouve notre double dimension. Vous vous souvenez? Horizontale, verticale. C'est toujours comme ça en droit public. Droit administratif, on va s'intéresser en fait à l'administration. Et ça, c'est un mot qui fait hyper peur. Si on a lu Kafka, et même si on vit dans la vie de tous les jours, l'administration, c'est un truc qui fait quand même très très peur, voire qui peut provoquer des crises d'angoisse. Alors, le droit administratif, c'est un ensemble de règles juridiques qui vont régir d'abord les rapports entre les autorités administratives. J'ai mis quelques exemples pour que ce soit un peu plus parlant pour vous, parce que ça peut vous sembler abstrait. Exemple, on va se demander quels sont les pouvoirs respectifs du maire et du préfet. Vous savez que le maire, c'est l'exécutif dans la commune, et le préfet, c'est le représentant de l'État dans le département. Bon, là, je simplifie volontairement à outrance. Tous les deux ont des prérogatives qui peuvent parfois entrer en concurrence. Je vais vous donner un exemple très simple avec la crise sanitaire. Si le préfet rend obligatoire le port du masque sur le département, est-ce que le maire peut y déroger dans sa commune? Inversement, si le préfet n'impose pas le port du masque sur tout le département, est-ce que le maire peut malgré tout imposer le port du masque pour des raisons de protection de la santé publique sur le territoire de sa commune? Donc ça, ce sont des règles qui sont fixées soit par les textes, soit par la jurisprudence, et qui permettent de déterminer les rapports entre les autorités administratives, que sont le maire et le préfet. On a toute une série également d'actes administratifs dont vous avez entendu parler, au moins de nom, les décrets ministériels, sachant que les décrets, en réalité, c'est un décret soit du président de la République, soit du Premier ministre. Les arrêtés, les circulaires, parfois on parle aussi des lignes directrices. Toute une série d'actes qui sont très nombreux quantitativement, il y a plusieurs milliers qui sont produits chaque année, et qui sont des textes qui ont une valeur juridique et qui, bien sûr, sont adoptés selon certaines règles qu'on va trouver dans le droit administratif. Dans un état de droit, on ne peut pas édicter des normes n'importe comment, il y a forcément des règles de compétences et des règles de fond à respecter. Donc ça, c'est la dimension horizontale de notre droit administratif. Alors, Emeline me demande que sont les circulaires.
Alors, je vais essayer de répondre à votre question sans y répondre, parce que ça pourrait nous conduire très très loin, et je ne voudrais surtout pas vous donner justement une image de complexité du droit administratif. La circulaire, c'est un texte qui est un peu un mode d'emploi qu'un chef de service adopte à l'égard de son administration. Le meilleur exemple, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Éducation nationale va adopter une circulaire pour préparer la rentrée. Et donc, il va indiquer un certain nombre de choses à ses services. Exemple, toujours dans le contexte de la crise sanitaire, malheureusement, c'est les exemples qu'on a aujourd'hui, je vais prendre une circulaire pour dire aux établissements, il faut une signalétique spécifique pour indiquer les procédures à suivre si quelqu'un est détecté positif au Covid, il faut respecter la jauge de 50% d'étudiants par salle de TD, le port du masque doit être obligatoire à tel et tel endroit, etc., etc. Toutes ces règles vont être adressées par le chef de service à son administration. C'est ça, en fait, une circulaire administrative. Enfin, je ne sais pas si ça vous aura éclairé particulièrement. Bon, ça a l'air en tout cas. Pour ce qui concerne maintenant l'autre dimension, vous avez compris qu'on la retrouvait à chaque fois en droit public. Donc la dimension verticale, c'est l'idée que le droit administratif va régir les rapports entre l'administration et les administrés. Les administrés, c'est vous et c'est moi. Nous sommes des administrés. On est les administrés de l'État, on est les administrés de la commune. Ça veut dire que nous sommes des personnes physiques, mais l'administré, ça peut être une personne morale, ça peut être une entreprise ou une association, par exemple. Et nous sommes soumis à l'autorité de l'administration. Fort heureusement, il y a des règles de droit qui vont régir nos rapports avec l'administration et qui évitent que l'administration puisse faire tout ce qu'elle veut. Et c'est ce qui fait qu'on est dans un état de droit. Donc, on va avoir des règles qui permettent, par exemple, de contester les décisions administratives. Si l'administration prend une sanction, à votre encontre. Si le maire, je donnais un exemple tout à l'heure, prend une mesure de police qui vous est défavorable, exemple, il rend obligatoire le port du masque, vous n'avez pas envie de porter le masque, vous pouvez aller devant le juge et contester la décision qu'il a prise. Vous allez aller devant le tribunal administratif, essayer de faire annuler l'arrêté municipal. Vous allez avoir également toutes les actions en responsabilité. Ça veut dire que vous allez chercher des dommages-intérêts pour faire réparer un préjudice que vous avez subi, soit dans le cadre d'un contrat, car l'administration conclut des contrats, soit en dehors de tout contrat, parce que de par ses activités, l'administration a provoqué un préjudice. Et donc, dans ces cas-là, vous allez aller devant le juge administratif demander une indemnisation. Et sur ce terrain-là, ça ressemble bien évidemment à des mécanismes qu'on voit en droit privé. Donc voilà le type de problématique qu'on va se poser lorsque l'on fait du droit administratif. À côté de cette espèce de sous-division, enfin de grande division entre le constit et le droit administratif, qui en fait est une division universitaire, et d'ailleurs, je viens de le dire, ma langue a fourché, j'ai dit le droit constit parce que c'est comme ça qu'on parle à la fac, hein. Les étudiants disent le droit constit et le strat. Voilà. Le droit constit et le strat, c'est les deux matières qui se combinent, première année, deuxième année, on est obligé d'y passer, dans quasiment toutes les facs, et donc c'est les matières que, à minima, vous allez étudier. Mais après, bien évidemment, vous allez vous spécialiser. Et si vous vous spécialisez en droit public, vous allez étudier des matières de droit public dont l'objet est beaucoup plus précis. Vous pouvez étudier, par exemple, le droit de la fonction publique. Le droit de la fonction publique qui va nous permettre de savoir comment on recrute un fonctionnaire, quels sont les droits, quelles sont les obligations des fonctionnaires, quelles sont les sanctions qui peuvent leur être infligées, comment ils sont rémunérés, etc. etc. C'est un peu le droit du travail version droit public. Il y a un droit du travail privé dans le Code du travail, et il y a aussi un droit du travail public, c'est le droit qui s'applique aux fonctionnaires. Le droit de l'urbanisme, une matière extrêmement importante, hein, les permis de construire, par exemple. Hein, les permis de construire sont délivrés par l'autorité administrative, il y a des règles à respecter de fond et de forme, et il y a la possibilité de contester ce type de décision. Et donc, le droit de l'urbanisme, c'est un droit très technique et qui donne lieu à de nombreux contentieux. Donc, c'est une matière sur laquelle il y a quand même pas mal de boulot pour les juristes et pour les avocats. Vous avez également le droit des étrangers. Tout ce qui va concerner les droits et les devoirs des personnes qui n'ont pas la nationalité française. Dans quelles conditions peuvent-elles entrer
sur le territoire, dans quelles conditions peuvent-elles être éloignées de ce territoire, toutes les mesures qu'on appelle les mesures d'éloignement, hein, l'expulsion, la reconduite à la frontière, l'extradition, notamment, le droit d'asile, dans quelles conditions on peut revendiquer le droit d'asile sur le territoire français. Toutes ces problématiques, donc, vont dans cette matière très intéressante, qui est le droit des étrangers, qui, elle aussi, donne lieu à beaucoup de contentieux. Vous avez également le contentieux administratif, qui est très important, qui est même indispensable si vous faites du droit public et que vous voulez devenir juriste ou avocat en droit public, parce que le contentieux administratif, c'est toutes les règles qui vont nous expliquer comment on saisit le juge, quand est-ce qu'il faut le saisir, quel est le juge compétent lorsqu'on veut contester une décision ou lorsqu'on veut chercher la responsabilité de l'administration. Vous remarquerez que j'ai mis un etc. parce qu'il y a en réalité de très nombreux droits publics spéciaux qui existent. Donc là, c'est simplement pour vous donner quelques grandes illustrations. Et puis, il y a des matières mixtes, c'est-à-dire des matières pour lesquelles on a besoin d'une dose de droit public et d'une dose de droit privé. Et donc, même si vous devenez privatiste, comme on le dit, eh bien, il y a certaines matières pour lesquelles vous aurez besoin quand même d'avoir des connaissances de droit public. Le droit de la concurrence, par exemple, hein, qui s'intéresse aux pratiques anticoncurrentielles, mais qui implique aussi le contrôle des concentrations. Donc, tout ce qui est les ententes, les abus de position dominante, les concentrations d'entreprises, eh bien, toutes ces pratiques économiques donnent lieu à une régulation par les autorités publiques et il y a une dose de droit privé et une dose de droit public pour comprendre cette matière. Le droit de l'environnement, c'est également un droit qui est une matière mixte, il faut maîtriser et le droit public et le droit privé. Le droit de la santé, pareil. Le droit du sport, il y a de plus en plus de gens qui se spécialisent dans le droit du sport, et là encore, il faut être capable d'avoir à la fois des connaissances en droit privé et des connaissances en droit public. Ça, c'est vraiment pour vous montrer qu'il ne faut pas raisonner de manière trop cloisonnée non plus, en opposant droit public et droit privé. Parce qu'à la fin, il n'y a qu'une véritable matière, c'est le droit. Et donc, on a besoin, lorsqu'on est juriste, même si on se spécialise, on a besoin d'avoir une culture juridique générale d'ensemble, si on veut être un bon juriste. Voilà, dans les grandes lignes, ce que je voulais vous dire à ce stade pour la présentation sommaire de ce qu'est le droit public, pour que vous puissiez le situer un peu mieux par rapport à ce que vous avez vu avec Fanny mardi, c'est-à-dire par rapport au droit privé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est globalement clair pour vous? N'hésitez pas à me faire signe. Et, Non, tout est clair. C'est clair pour vous? Ok, Oui. super. Ah, je vois un petit message, très clair. Bon, génial. Et si on parlait un peu de droit constitutionnel maintenant, cette belle soirée, je voudrais qu'on parle un peu du droit constitutionnel. C'est ce que vous allez étudier. Alors, j'ai quand même une question de Maëva qui me dit, c'est quoi les contentieux? Alors, les contentieux, c'est le terme juridique qu'on va utiliser lorsqu'on entre en conflit avec quelqu'un devant un juge. Donc, le contentieux administratif, en réalité, c'est l'hypothèse où je suis en conflit avec l'administration et je vais saisir un juge pour qu'il tranche ce conflit et qu'éventuellement, par exemple, il m'accorde une somme d'argent parce que j'ai subi un préjudice à cause de l'administration. Voilà, pour vraiment simplifier. Je ne sais pas si ça vous aura éclairé. Donc, je voudrais qu'on parle un peu de droit constitutionnel. Vous allez l'étudier l'année prochaine et donc je souhaiterais vous en parler un petit peu et puis répondre à vos éventuelles questions. Alors, le droit constitutionnel. D'abord, je voudrais vous expliquer en 2 mots, vraiment très rapidement, comment est né ce qu'on appelle le droit constitutionnel moderne. Parce que vous n'allez pas en réalité à l'université, en tout cas dans la matière qu'on appelle droit constitutionnel, vous n'allez pas apprendre en long, en large, en travers le droit constitutionnel depuis la nuit des temps. Vous allez apprendre le droit constitutionnel moderne, qui finalement est assez récent. Alors, pour mieux comprendre les choses, il faut essayer de comprendre que les règles qui organisent le fonctionnement de l'État, vous vous souvenez, je vous ai expliqué tout à l'heure que le droit constitutionnel, c'était des règles qui organisaient les rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels. Ces règles, elles sont relativement anciennes, mais elles n'étaient pas forcément formalisées dans des textes.
c'est-à-dire qu'elles avaient une dimension très souvent plutôt coutumière, et surtout, elles étaient perçues, ces règles, comme s'imposant un peu par la nature des choses, de façon un peu transcendantale, si j'ose dire. Donc, elles n'étaient pas le fruit d'une volonté, elles n'étaient pas le fruit de la raison ou d'une ingénierie constitutionnelle. Il y avait des règles parce qu'il y avait des règles. Le roi est mort, vive le roi. C'est une règle de droit constitutionnel qui fait qu'il ne doit pas y avoir de vide dans l'exercice du pouvoir. Donc il y a des règles de succession qui permettent la continuité de l'État. Mais on ne se demande pas si c'est bien ou pas bien. C'est une règle qui s'impose d'elle-même. La primogéniture masculine et le fait que seuls les hommes peuvent régner, on le présente, même si ça se discuterait d'un point de vue historique, comme étant une règle fixée par la nature. Le droit constitutionnel moderne, il apparaît justement quand on sort de cette logique. Et quand on commence à se dire que la Constitution, c'est un texte, donc d'abord qu'il y a une dimension écrite, et que c'est l'expression de la raison et de la volonté. Et clairement, le point de départ du droit constitutionnel moderne, si on réfléchit comme je viens de le faire, c'est en France la Révolution française, indéniablement. Avec l'adoption de la célèbre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, dont je ne reproduis ici qu'un article. Il faudrait bien évidemment connaître toute la déclaration, mais vous aurez le temps de l'apprendre par cœur. Mais j'ai retenu ici un article parce que c'est le plus éclairant sur ce que je suis en train de vous dire. L'article 16, il nous dit que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Et donc on y trouve le terme de constitution. La formule est un peu bizarre hein, quand on la lit comme ça. Bon, moi, quand j'étais étudiant, que j'ai cet article, je dis ouais, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'on doit comprendre exactement? Eh bien, si on décortique, en réalité, on voit bien ce qu'ont voulu écrire les auteurs de la déclaration. D'abord, ils disent toute société. Toute société, ça veut dire universalisme ou universalité. Les auteurs de la déclaration, ils s'expriment au nom de l'humanité. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas une déclaration des droits des citoyens français, c'est une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc l'homme, il n'est pas français. Voilà, il n'y a pas forcément une nationalité ou une citoyenneté associée à cette qualité. Et donc, les auteurs nous disent il doit y avoir une constitution dans toute société. Et une vraie constitution, c'est un texte qui fait deux choses. D'abord, c'est un texte qui sépare les pouvoirs. Ensuite, c'est un texte qui garantit les droits. Et donc, les règles de la Constitution, elles ne sont pas là parce qu'elles existent dans la nature et qu'elles s'imposent à nous. Elles sont des règles qu'on va déterminer avec des objectifs particuliers. Séparer les pouvoirs, comme le préconise Montesquieu, garantir les droits qui viennent de ce qu'on appelle le droit naturel ou le juste naturalisme. Si vous faites un peu de philo, vous avez forcément entendu parler de Hobbes, vous avez forcément entendu parler de John Locke, vous avez forcément entendu parler de Rousseau. Donc vous avez une idée de ce qu'est le droit naturel et vous avez aussi une idée de ce qu'est le contrat social. Donc l'idée, c'est que la Constitution, elle est là pour éviter le despotisme, donc il faut séparer les pouvoirs. Si tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un seul, c'est le despotisme. La Constitution est là pour éviter ce despotisme en séparant les pouvoirs, en attribuant le pouvoir exécutif à un organe, le pouvoir législatif à un autre organe et le pouvoir judiciaire encore à un autre organe. Volontairement, je schématise à outrance. Garantir les droits, c'est l'idée de dire que l'État ne peut pas tout faire. L'État n'est pas tout puissant. L'État ne peut agir que dans le respect des droits de l'homme et du citoyen. Et donc on voit bien qu'ici, la Constitution, elle est présentée comme l'œuvre de la volonté et de la raison, et qu'elle a une dimension universelle. Et ça, c'est l'acte fondateur du constitutionnalisme ou du droit constitutionnel moderne. C'est vraiment à partir de là qu'on fait du droit constitutionnel, parce que c'est à partir de là qu'on va interroger les règles par rapport à des objectifs, qu'on va examiner une constitution, comme je le faisais tout à l'heure avec vous quand je parlais de l'affaire Sarkozy, Bismuth, etc. Vous avez remarqué, j'ai dit,
est-ce que l'indépendance de la justice est suffisamment garantie? Pourquoi j'ai posé cette question? J'aurais dû dire, est-ce qu'il y a une indépendance de la justice? Il y a déjà un jugement de valeur dans ce que j'ai dit. Est-ce qu'elle est suffisamment garantie? Ça veut donc dire que dans nos principes, on a la volonté que les pouvoirs soient séparés de façon effective et que la justice soit indépendante. Donc, je vais interroger les règles qui existent et me dire, un, elles doivent permettre d'atteindre les objectifs, ces règles, et deux, elles doivent pouvoir être modifiées si elles ne sont pas efficaces. Elles ne s'imposent pas de façon transcendante par la nature des choses, elles sont une œuvre humaine qu'on doit pouvoir changer pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais je voulais vraiment que vous compreniez ce point de départ du droit constitutionnel, et en plus, c'est en plein dans ce que vous étudiez au lycée, notamment lorsqu'on fait de la philo. Alors la France, qui a, je dirais, été un peu pionnière quand même dans le droit constitutionnel moderne, a eu du mal quand même pour autant à appliquer elle-même les leçons qu'elle avait données au monde. Nous avons connu en France, pour le dire encore autrement, une très forte instabilité constitutionnelle. Alors les chiffres sont extrêmement éloquents, donc je vais pour le coup pas tellement improviser, je vais me contenter de lire avec vous le slide suivant. Depuis 1789, donc depuis cette fameuse Déclaration des droits de l'homme dont je viens de vous parler, la France a quand même connu la bagatelle de 14 constitutions. 3 sous la Révolution, 3 sous le Consulat et l'Empire, 2 chartes, plus la Constitution de 1815, et les constitutions de 1848, 1852, 1875, 1946, 1958. Donc on a eu une très très forte instabilité constitutionnelle. On savait en 1789 qu'il nous fallait une bonne constitution, mais on a mis beaucoup de temps à trouver cette constitution qui puisse fonctionner. En fait, il a fallu attendre la Troisième République, donc c'est 1875, pour enfin avoir un régime qui soit à la fois libéral, donc qui protège les libertés, et qui soit stable. Puisque vous voyez que la Troisième République, par rapport à ce qu'on a vécu dans notre histoire, a eu une longévité assez remarquable. Malheureusement, elle s'est effondrée, cette Troisième République, dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, et avec l'avènement du gouvernement de Vichy, l'Assemblée nationale avait voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, et ça a totalement discrédité ce régime, mais pour autant, d'un strict point de vue constitutionnel, c'est un régime qui a permis de faire émerger des règles qui s'appliquent encore aujourd'hui en France, et de faire émerger des libertés qui s'appliquent aujourd'hui en France. Je pense que vous avez tous entendu parler de la liberté de la presse. Je pense que vous avez tous entendu parler de la liberté de réunion, que vous avez tous entendu parler de la séparation des églises et de l'État et de la laïcité, que vous avez tous entendu parler de la liberté d'association. Certains ou certaines d'entre vous sont d'ailleurs peut-être dans des associations. Ça, c'est l'œuvre magistrale de la Troisième République. Le régime parlementaire, c'est également l'œuvre de la Troisième République. Donc c'est vraiment le régime, je pense, de mon point de vue, l'un des régimes les plus importants à connaître, même si il a mal fini, c'est peu de le dire. Donc une forte instabilité constitutionnelle, voilà ce qui va nous permettre de mettre un peu en perspective la Ve République. La Ve République, elle apparaît donc en 1958. Dans un contexte qui est quand même un contexte assez particulier, c'est le contexte de la guerre d'Algérie. Je ne vais pas vous refaire ici un cours d'histoire, mais on sait que cette constitution de 1958, elle était souhaitée par le général de Gaulle. Ça faisait longtemps que de Gaulle plaidait pour une nouvelle république, pour des institutions plus solides, avec un président de la République plus fort. Et j'ai envie de dire fort tout court, parce qu'il était tellement faible que dire plus fort, ça n'a pas de sens. Il a fallu le coup d'État à Alger, dans le contexte de la décolonisation, pour que de Gaulle ait une opportunité de faire adopter une nouvelle constitution. Je ne reviendrai pas en détail ici sur le contexte historique, au-delà de ça, mais il faut savoir qu'il y a une part presque de hasard ou de destin, chacun dira ce qu'il veut, mais en tout cas, ça s'est joué en 1958 dans un mouchoir de poche. Cette Ve République, elle a permis en France l'avènement d'une démocratie moderne.
Et là-dessus, je voudrais attirer votre attention dès à présent sur un point. Il est de bon ton de critiquer la Ve République. D'ailleurs, d'une manière générale, il est de bon ton de critiquer à peu près tout ce qu'on a envie de critiquer. Il faut avoir un sens critique. Il faut avoir un esprit critique, surtout si on fait du droit. Mais si on veut avoir des critiques pertinentes, et si on veut avoir des critiques qui portent, il faut d'abord et toujours commencer par la critique positive. Qu'est-ce qu'il y a de bien et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de mieux? Or, parfois, et c'est un travers qu'on trouve chez les étudiants, mais aussi parfois chez les enseignants, on a tendance à critiquer d'emblée sans se demander ce qu'on a gagné. Alors, la Ve République, moi, lorsque je la présente aux étudiants, je commence toujours par leur rappeler qu'elle a fait de la France une démocratie moderne. Ce qui ne veut pas dire une démocratie parfaite. Alors, pour bien comprendre ce que je suis en train de raconter, d'abord, il faut avoir à l'esprit que la démocratie, telle que je l'envisage ici, ce n'est pas juste le pouvoir du peuple par le peuple. Ce n'est pas le pouvoir exercé par le peuple. Aujourd'hui, la démocratie, telle qu'on la conçoit, elle dépasse très largement la dictature d'une majorité. La démocratie, c'est à la fois un régime dans lequel la majorité gouverne, mais un régime dans lequel la majorité gouverne avec des contrôles, avec des contre-pouvoirs, et donc dans le respect des droits fondamentaux. Et c'est seulement si on comprend ça qu'on peut voir que la Ve République a fait de la France une démocratie moderne. Alors, il y a 3 points ici, rapidement, à évoquer. D'abord, si vous regardez la Ve République, il apparaît qu'avec la Ve République, désormais, en France, l'exécutif a un chef, dispose des moyens de l'action. Alors, ça paraît évident, on se dit, bah oui, forcément, dans un État, il y a forcément un chef et il a forcément des moyens pour agir. Mais c'était le gros problème que nous avons eu en France pendant de nombreuses années, c'est que nous avions un Parlement tout puissant et du coup impuissant. C'est-à-dire qu'il était tellement puissant qu'à part faire obstacle aux volontés de l'exécutif, il n'arrivait pas à prendre les décisions et donc le pays n'était pas gouvernable en tant que tel. Or, ça n'est pas la démocratie. Un pays qui n'est pas gouverné, c'est tout sauf la démocratie. Donc, il est important, dans une démocratie, qu'il y ait, à un moment donné, un chef identifié, pas un chef tout-puissant, pas un chef omnipotent, pas un dictateur, mais un chef bien identifié, qui a des moyens pour agir, de sorte qu'on pourra lui dire « si ça ne marche pas, c'est de ta faute ». Et donc, on va te sanctionner. Et qu'on puisse dire à l'inverse « on est content de toi, donc on te garde ». Et là-dessus, il n'y a pas de spécificité française. Si je vous parle de l'Allemagne, bon, même si aujourd'hui elle achève quand même son mandat, vous allez forcément penser à Angela Merkel. Qui pense que, qui ne sait pas que c'est Angela Merkel qui gouverne l'Allemagne? Elle est chancelière. Si je vous parle des États-Unis, il y a quelques mois encore, vous pensiez à Trump, aujourd'hui vous pensez à Joe Biden. Si je vous parle de l'Angleterre, vous allez penser à Boris Johnson. Dans tout, et vous pouvez penser à la reine, mais ce n'est pas elle qui gouverne, c'est bien le Premier ministre. Donc, dans toutes les grandes démocraties, il y a un chef. Pas un chef tout-puissant, mais un chef identifié qui peut agir et qui peut gouverner le pays. Et donc, les phénomènes qu'on a connus sous la Ve sont finalement très communs. C'est juste que nous, on a mis beaucoup de temps à les voir apparaître. C'est l'idée de dire qu'il y a une personnalisation du pouvoir et qu'il y a une fusion entre exécutif et législatif. Alors, je ne vais pas vous embêter trop longtemps ce soir avec les histoires de fusion. C'est très très simple. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, pourquoi l'exécutif est puissant? Parce qu'il est soutenu par le législatif. Regardez la France, Emmanuel Macron, majorité à l'Assemblée nationale, En Marche. Vous avez remarqué, ça s'écrit pareil, hein, Emmanuel Macron, En Marche. Bon. C'est le parti qu'il a lui-même fondé et qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, ça fait belle lurette que la séparation des pouvoirs telle que Montesquieu nous l'avait enseigné, où c'était l'exécutif contre le législatif, ça fait longtemps que ça n'existe plus. Hein. Aujourd'hui, c'est l'exécutif soutenu par une majorité parlementaire qui gouverne et qui rend des comptes. Parce que si on ne gouverne pas, on ne peut pas rendre de comptes. Si on gouverne et qu'on a les moyens de le faire, là, par contre, les citoyens pourront dire « mais attendez, vous aviez les moyens de gouverner. On vous a élu, on vous a donné une majorité. Et on n'est pas content. Donc, on ne vous réélit pas.
Donc il y a la démocratie derrière tout ça, à condition bien évidemment qu'il y ait des contre-pouvoirs. Ça va sans dire. Et là-dessus, la Ve République nous a apporté également des choses importantes. Parce que l'exécutif agit sous certains contrôles. Alors, il y a plein de contrôles, mais notamment, il y a un contrôle qui s'impose depuis quelques années maintenant, c'est le contrôle de l'opposition. S'il y a une majorité, c'est qu'en face, il y a une opposition. Et cette opposition, elle ne va pas laisser agir sans contestation le gouvernement et sa majorité. Les Anglais l'ont très très bien compris, eux, ça fait très longtemps qu'ils ont reconnu le statut spécial de l'opposition et qu'ils estiment que dans leur régime parlementaire, la majorité gouverne sous le contrôle étroit de l'opposition. D'ailleurs, en Angleterre, vous avez même ce qu'on appelle un gouvernement fantôme. Ça veut dire que le principal parti d'opposition, il a son propre gouvernement, qui ne gouverne pas, bien sûr, pour de vrai, mais avec du coup des membres qui sont spécialisés. Donc il y a un faux ministre de l'économie, un faux ministre de l'Intérieur. Ça leur permet d'être prêts en cas d'alternance. Et ça leur permet aussi d'avoir des membres qui sont spécialisés dans des domaines et qui peuvent critiquer ce que fait la majorité. Donc nous, en France, on a introduit, un peu tardivement, mais on a introduit en 2008, la notion d'opposition dans notre Constitution. Et aujourd'hui, l'opposition a certains droits. Il y a des temps de parole, les questions au gouvernement, par exemple, la possibilité de créer des commissions d'enquête, notamment sur la gestion de la crise sanitaire, pourquoi pas. Depuis 1974, l'opposition, alors je simplifie un petit peu ici, mais l'opposition peut aussi contester la loi devant le Conseil constitutionnel. Donc attaquer la loi votée par la majorité devant le Conseil constitutionnel. Donc ça, c'est très important de bien comprendre que l'exécutif est fort, mais qu'il a quand même face à lui une opposition qui a des leviers juridiques et bien sûr médiatiques. On l'imagine bien. Et puis, dans une démocratie moderne, il faut aussi que les droits des citoyens soient protégés. J'ai dit tout à l'heure, la démocratie, ce n'est pas la dictature de la majorité. Donc, même si la majorité voulait rétablir la torture ou l'esclavage, eh bien, ça ne serait pas possible parce que c'est interdit dans notre Constitution. Et donc, il faut qu'il y ait une protection des droits constitutionnels des citoyens. Et ça, la Ve République le permet, puisqu'il y a eu une révision constitutionnelle en 2008 qui a créé une nouvelle procédure qu'on appelle, et vous l'étudierez l'année prochaine, la procédure QPC, question prioritaire de constitutionnalité. Et cette procédure, elle vous permet, en tant que justiciable, de contester la loi en disant « la loi que vous voulez m'appliquer est contraire à la Constitution ». Et donc, l'organe que vous allez faire saisir, qui est le Conseil constitutionnel, pourra, s'il vous donne raison, abroger la loi, dire que la loi est contraire à la Constitution. Et donc ça, c'est la marque d'une démocratie moderne que de permettre ce contrôle qui existe depuis très longtemps aux États-Unis et qui s'est développé plus récemment chez nous. Donc ça, de façon très schématique, ce sont les grands acquis de la Ve République. Et maintenant qu'on a vu, qu'on a eu cette critique ou cette présentation, on va dire, positive, on peut évoquer des choses plus critiques, par lesquelles on va finir et sur lesquelles vous pourrez rebondir, bien sûr, avec des questions, si vous le souhaitez. Une démocratie moderne, d'accord, mais encore immature, point d'interrogation. Vous aurez l'occasion de voir l'année prochaine que la Ve République fait l'objet de certaines critiques, plus ou moins fondées, mais en tout cas sur des grandes thématiques auxquelles il faut vous sensibiliser dès maintenant. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de lire des ouvrages de droit. Il suffit de lire régulièrement la presse, d'écouter les responsables politiques, d'être curieux, d'aller traîner sur le site du Conseil constitutionnel, où il y a plein de textes, plein de choses en ligne, d'aller traîner sur le site viepublique.fr. Et juste en étant curieux, en lisant la presse, eh bien, vous allez vous sensibiliser à tous ces débats. Et donc, ça va rendre la matière intéressante pour vous. Le droit constitutionnel, il ne sera intéressant que si vous comprenez qu'il est
qu'il donne lieu à des débats qui sont vivants. Qui sont vivants. Alors, je vous donne quelques mots, vous avez peut-être déjà entendu. Hyper-présidentialisme. On reproche à la Ve République d'avoir mis en œuvre un régime dans lequel le président de la République, s'il n'est pas tout puissant, est trop puissant parce qu'il décide de tout. Et c'est bien ce qu'on reproche au président de la République à l'heure actuelle, dans le contexte de la crise sanitaire. Est-ce que vous n'entendez pas régulièrement cette petite chanson du Emmanuel Macron décide tout seul dans son coin avec le Conseil de défense? Et on ne sait pas vraiment ce qui s'y dit. Je ne dis pas que ces critiques sont fondées. J'explique juste que c'est un thème de critique. L'hyper-présidentialisme, qui avait été dénoncé d'ailleurs à l'époque par François Hollande. Il avait même utilisé l'expression du président normal, puisqu'il dénonçait à l'époque, critiquant donc son prédécesseur, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, il critiquait un président qui décide de tout, mais qui n'est responsable de rien. Qui décide de tout, mais qui n'est responsable de rien. Ça, la formule était plutôt bien trouvée, en tout cas, elle montre bien cette critique de l'hyper-présidentialisme. L'hypercentralisation, pareil, vous l'entendez sûrement si vous vous intéressez un peu au débat politique. On reproche souvent à la République française cette centralisation, le fait que les choses se décideraient à Paris, principalement. Bon, même si l'ironie veut que beaucoup de gens qui utilisent cet argument sont des gens qui précisément sont parisiens et voire même sont élus à Paris, mais enfin bon, c'est comme ça, c'est le jeu de la politique. Mais l'hypercentralisation, l'État jacobin, le jacobinisme, ça c'est quelque chose qu'on entend quand même très souvent, même si la Ve République a connu, depuis l'alternance de 80, depuis l'élection de François Mitterrand, dont on s'apprête d'ailleurs à fêter l'anniversaire, eh bien, la Ve République a connu une décentralisation à partir de 1980. Mais est-ce qu'on a été assez loin? C'est pas sûr du tout. Et donc, ça fait partie des points de critique de nos institutions. Le déclin de la responsabilité politique, c'est comment dire, l'idée de dire, OK, on a un exécutif fort, stable, qui peut agir, mais quand est-il responsable? Quand peut-on lui demander des comptes? Si on estime qu'il a mal géré une situation, par exemple. Est-ce que vraiment nos responsables politiques sont responsables tout court devant le peuple ou devant d'autres institutions? Si je me dis que je sais pas, le ministre de l'Éducation nationale a mal géré l'organisation des épreuves du bac, quels sont les leviers qui permettront de sanctionner cette mauvaise gestion? Certains auteurs disent qu'il n'y a pas assez de responsabilité politique sous la Ve, et du coup, le revers de la médaille, y compris pour les dirigeants, c'est qu'on pénalise la responsabilité. C'est-à-dire que du coup, on va aller devant le juge pour chercher la responsabilité des dirigeants. Et là, la crise sanitaire, c'est vraiment un exemple excellent. On voit bien, on reproche au gouvernement de mal gérer la situation, on n'a pas vraiment de levier politique pour contester ce type de gestion, mais par contre, on peut très bien saisir la Cour de justice de la République pour dire que le gouvernement n'a pas bien travaillé et pour poursuivre pénalement les membres du gouvernement. Et donc, on va agir au pénal pour sanctionner des fautes qui, en réalité, sont aussi probablement, à supposer qu'elles existent, des fautes politiques. Donc ça, c'est une grande thématique aussi, sous la Ve République, de dire qu'il n'y a pas assez de responsabilité politique. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il faudrait peut-être, c'est en tout cas ce que disent certains, renforcer davantage les garanties d'indépendance de l'autorité judiciaire. Alors, avec ceci, mais ça vous allez l'apprendre très très vite, parce que ce sont aussi des discours un peu instrumentalisés parfois. Ceux qui critiquent le manque d'indépendance de l'autorité judiciaire aujourd'hui sont ceux qui, lorsqu'ils étaient au pouvoir hier, n'ont pas donné de garantie d'indépendance à l'autorité judiciaire. Il faut aussi le comprendre, ça. Donc voilà, quand on critique le manque d'indépendance du parquet, mais qu'on a gouverné pendant X années, et qu'on n'a pas pris de mesures pour renforcer l'indépendance du parquet, il y a un certain paradoxe à le faire. Mais ça ne veut pas dire que la critique est fausse. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire constitutionnellement pour avoir une autorité judiciaire qui soit plus indépendante? La démocratie participative également, l'idée que le pouvoir vient trop d'en haut et pas assez d'en bas. Que c'est un État, et au sommet de cet État, un président qui décide unilatéralement pour tous, et que finalement, les citoyens ne sont réellement mobilisés dans la décision
qu'une fois tous les 5 ans, lorsqu'ils vont aux urnes, à supposer qu'ils y aillent, pour voter pour le président ou pour les députés. Je schématise, hein, mais c'est l'idée qu'il faudrait que les citoyens soient associés de façon plus pérenne aux décisions. Et c'est d'ailleurs à ça qu'a voulu répondre Emmanuel Macron, je pense, hein, lorsqu'il a fait des conventions citoyennes, que ce soit la convention sur le climat ou la convention sur la vaccination, par exemple. C'est l'idée de dire qu'on prend des citoyens et qu'on les associe au processus de prise de décision. Alors, de là à dire que c'est efficace et que ce n'est pas juste de la cosmétique, ça, chacun se fera une opinion, mais en tout cas, c'est encore un autre grand thème de réflexion. Enfin, il y a le thème du pluralisme politique. Ça, c'est un peu le serpent de mer sous la Ve République. Est-ce que la diversité politique est bien protégée? Question. Et derrière cette question-là, il y a notamment le mode de scrutin. Le mode de scrutin, c'est-à-dire les règles qui permettent de convertir les voix en nombre de sièges. Aujourd'hui, sous la Ve République, quand on vote pour nos députés, on applique un scrutin qu'on appelle le scrutin majoritaire, qui renforce la victoire du parti qui est arrivé en tête, qui fait qu'avec 35% de voix au premier tour, vous pouvez avoir 60% de sièges à la fin. L'avantage de ce système, c'est qu'évidemment, le parti qui arrive en tête a beaucoup plus facilement une majorité, ce qui permet d'agir et de ne pas être totalement neutralisé ou paralysé. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas hyper juste et que forcément, certains partis politiques vont avoir peu de sièges, même s'ils ont un nombre de voix élevé. Et le meilleur exemple, d'ailleurs, c'est aux dernières élections présidentielles, puis législatives, c'est le Front National. Alors, je ne dis pas que je m'en désole, hein, ce n'est pas de prise de parti de ma part, mais le constat est très objectif. La présidente du Front National est au deuxième tour de la présidentielle. Le Front National a une poignée de députés à l'Assemblée nationale. Parce que le mode de scrutin et le fait que le FN a du mal à s'associer avec d'autres partis politiques font qu'il reste quand même très marginal au Parlement. Bien sûr, on peut le voir positivement, comme étant un peu quelque chose qui nous protège contre les partis extrémistes. Mais, évidemment, ces partis-là vont aussi avoir beau jeu de dire que tout le monde est contre eux parce que les règles ne sont pas justes et qu'il n'y a pas une bonne représentativité de l'Assemblée nationale, parce qu'il n'y a pas 60% de gens qui ont voté pour La République En Marche, et pourtant, il y a bien 60% de députés de La République En Marche. Les chiffres que je donne ne sont pas justes, hein, c'est vraiment pour vous donner une idée, on va dire, d'ensemble, ou une perspective d'ensemble. Donc voilà toute une série de choses, je pense que vous les avez peut-être déjà entendues si vous vous intéressez au débat public, et maintenant peut-être qu'elles prendront un sens un peu plus précis lorsque vous les entendrez, et vous allez développer, grâce à vos études en droit, votre sens critique. C'est-à-dire que vous allez non seulement être capable de critiquer les institutions, mais plus encore, vous allez être capable petit à petit de critiquer ceux qui critiquent. De critiquer ceux qui passent leur temps à critiquer en disant oui, vous dites ça, mais en réalité, si on fait ça, on l'a vu dans l'histoire, ça ne marche pas non plus. C'est ça que vont vous apprendre vos études. C'est pour ça qu'il faut garder l'esprit très ouvert. Attention, le droit constitutionnel, on parle des règles du jeu politique, et donc derrière, il y a de la politique. Mais nous ne sommes pas là pour faire de la politique, mais bien pour faire du droit. Donc on n'est pas pour ou contre Macron, pour ou contre Sarkozy, pour ou contre Hollande. On peut avoir des opinions, bien évidemment, mais on est là surtout pour s'intéresser au droit et aux règles qui organisent le fonctionnement de nos institutions. Donc ne confondez pas, il faut connaître la Constitution pour faire de la politique, mais il ne faut pas faire de la politique pour faire du droit. Mais il faut connaître le jeu politique pour apprécier le bon fonctionnement de notre Constitution. Donc ces interrelations, elles existent entre le droit et la politique, mais elles ne doivent pas vous amener à faire de la politique dans vos copies de droit constitutionnel. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette présentation synthétique, volontairement synthétique, du droit constitutionnel, seulement axée sur le programme du deuxième semestre, donc la Ve République, mais parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus concret pour vous.
Alors, je mets merci, à bientôt, mais on ne se quitte pas tout de suite, hein. C'est le dernier point de mon slide. Ce que je souhaiterais simplement, c'est avoir la possibilité d'abord de vous demander si ces explications vous ont paru claires, et ensuite, si vous avez des questions à me poser sur le fond ou sur les études de droit en tant que telles. Voilà, je suis preneur de vos retours et je peux répondre bien évidemment à vos questions, à la fois sur le droit public en tant que tel, et puis sur l'année prochaine pour celles et ceux qui envisagent de rentrer à l'université l'année prochaine ou éventuellement dans 2 ans. Donc, est-ce que vous avez des questions et est-ce que ce que je vous ai raconté était à peu près clair? Alors, je vois apparaître, c'était très clair. Merci Léa. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions à me poser sur le droit public? Emmanuel me dit que c'était clair. Mia aussi, merci Mia. Merci beaucoup. Pas de questions particulières sur ce que nous avons vu? Non? Bon, très bien. Alors, juste, moi, je me permets, hein, pour finir quand même. Ah, voilà, j'ai une question. Vous nous conseillez quel livre pour nous préparer à notre première année? Alors, Manon, je vais vous répondre. Pour le moment, je vais vous faire une réponse, j'espère qu'elle ne va pas vous décevoir. Pour le moment, rien de spécial, ce n'est pas des livres que je vous conseille en particulier, si ce n'est éventuellement un bon livre d'histoire de la France, histoire politique de la France, depuis, on va dire, 1875. Voilà. Moi, ce que je reproche aux étudiants souvent, lorsqu'ils font du droit constitutionnel, c'est le peu de repères qu'ils ont dans l'histoire. Donc, ils sont très vite perdus. L'Empire, le régime parlementaire, le régime de Vichy, la 4e République, c'est très confus, les différents partis politiques. Moi, souvent, ce que je faisais quand j'étais chargé d'enseignement, je demandais aux étudiants de me donner la liste des présidents de la République, par exemple, depuis 1875. Et en général, ce n'était pas extraordinaire, hein. Donc, la culture générale, c'est important. Pas forcément un livre en particulier, comme j'ai dit tout à l'heure, déjà de s'intéresser. Lire régulièrement la presse. Quand on se pose une question, aller rechercher. Il y a des ressources libres extraordinaires. Moi, quand j'étais étudiant, je ne veux pas faire le vieux sage, hein, mais à mon époque, il n'y avait pas autant de ressources. Il n'y avait pas un site internet de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou du Conseil constitutionnel. Il n'y avait pas de podcast. Sans acheter un livre en particulier, juste en lisant la presse et en étant curieux, vous pouvez déjà préparer très correctement votre année. Après, évidemment, il y aura des ouvrages à acheter l'année prochaine. Et nous, au Centre de formation juridique, on donne une bibliographie à nos étudiants où on leur indique les manuels qui sont les plus importants à lire. Mais c'est tôt pour ça, il ne faut pas se mettre de pression. Je pense que c'est plus pertinent pour vous à ce stade, tout simplement de vous intéresser. Voilà, lisez Le Monde ou tout autre journal. Le Monde, c'est pas mal parce que il y a quand même des articles assez documentés. Et quand vous avez des questions, allez traîner sur Internet, sur des sites fiables. Allez sur le site Vie publique, allez sur le site du Conseil constitutionnel, allez sur le site des chambres, des assemblées. Et il y a aussi beaucoup de contenus gratuits en ligne qu'on trouve, hein, y compris nous, on en propose beaucoup. Adhérer à notre groupe CFJ Actu, par exemple, notre groupe Facebook CFJ Actu, et à notre page Facebook, on publie des choses assez régulièrement. Voilà, mais je n'ai pas un livre à ce stade encore à proposer. Alors, un conseil, est-ce qu'il faut une véritable culture littéraire pour réussir en droit? Pas nécessairement, non. Une grande culture littéraire, non, on peut réussir même sans avoir lu tout Zola ou tout Balzac. Ça peut être un plus parce que, évidemment, il y a une dimension littéraire, hein, vous allez écrire, le droit, ça s'écrit, et donc avoir des bonnes aptitudes rédactionnelles et un bon vocabulaire, c'est indispensable, mais ce n'est pas un critère premier. Le premier critère, c'est la rigueur, la logique, la rigueur, et puis la quantité de travail, tout simplement, la régularité du travail. Mais ce n'est pas indispensable, et d'ailleurs, dans nos profils, on a beaucoup de scientifiques, hein. Et les scientifiques réussissent très bien, et ils ne réussissent pas mieux, mais ils ne réussissent pas moins bien non plus que les littéraires, donc il n'y a pas de pression à se mettre là-dessus. Un conseil pour pouvoir réussir à apprendre toutes les informations
qui nous attendent. Alors, il n'y a pas de formule magique, hein, je vais vous décevoir tout de suite, Maëva. Pour apprendre, d'abord, il faut travailler, se faire réciter, mais surtout, il faut comprendre, tout simplement. Moi, je ne pense pas qu'on puisse apprendre bêtement des règles. Il faut comprendre les enjeux, et alors on va les retenir. Donc, si je vous dis, les magistrats en France, les magistrats du parquet ne sont pas inamovibles, mais les magistrats du siège sont inamovibles. Je vous le dis maintenant, je vous repose la question dans 2 jours, vous n'en souviendrez plus. Parce que, d'abord, un, qu'est-ce que ça veut dire inamovible, et deux, pourquoi? Par contre, si je vous dis, en France, on a des magistrats qui jugent, qui doivent être indépendants, c'est les magistrats du siège, donc ils sont inamovibles, ça veut dire qu'on ne peut pas les éjecter de leur poste. Et puis à côté de ça, on a un parquet, les magistrats debout, qui eux représentent l'action publique, donc il faut que le gouvernement puisse avoir quand même une influence sur leur action, donc ils ne sont pas inamovibles. Là, il y a des chances que vous le reteniez, parce que vous aurez compris pourquoi. Donc il y a ça, et puis il y a la régularité du travail, tout simplement. Travailler régulièrement et tôt, n'oubliez pas que l'année passe très très vite en droit. On commence plus tard, on finit plus tôt, c'est découpé en 2 semestres, on peut vite être largué, donc il ne faut pas attendre pour travailler, et il n'est jamais trop tôt pour se mettre à travailler. Alors attendez, j'ai encore une autre question. Afin de rester neutre, quel titre de presse conseillez-vous, s'il vous plaît? Alors moi, j'ai envie de dire, vous ne trouverez jamais la neutralité dans la presse. Ça n'existe pas. Mais chez personne, d'ailleurs. Il n'y a pas de neutralité dans la presse. Donc, mon conseil, il est simple, c'est peut-être aller dans la presse qui est la moins partisane. C'est pour ça que je donnais l'exemple du Monde tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'il y a une neutralité, c'est pas possible. Ils ont un avis. Il y a bien un éditorial du Monde. Il y en avait un ce matin, par exemple, qui avait un point de vue critique sur l'alliance entre La République En Marche et les Républicains face à Marine Le Pen ou un truc comme ça. Donc c'est bien une opinion, il y a toujours une opinion. Néanmoins, Le Monde, c'est quand même très documenté, c'est plus nuancé. Et moi, j'aurais envie de dire, puisque c'est pas neutre, allez gratter un peu des 2 côtés. Moi, j'aime bien un étudiant qui est capable un jour d'aller lire Le Figaro et le lendemain d'aller lire Libération. Et de se dire, je vais essayer de voir les différents points de vue. Bonne soirée à vous, Marine. Et merci pour le compliment. Voilà, j'aime bien un étudiant qui est capable de me dire, sur le même sujet, j'ai lu des articles dans 2 quotidiens différents. Et comme vous avez la chance, là encore, d'avoir beaucoup de ressources sur Internet, il ne faut pas hésiter à aller consulter différents articles de presse. Hein. Mais vous ne trouverez pas la neutralité, y compris à l'université. Hein. Ne pensez pas ça. Les profs d'amphi que vous allez avoir, ils ont des opinions et ils n'hésitent pas à les donner parce qu'ils ne sont pas soumis à la neutralité. Il y a un principe de liberté de l'enseignement à l'université qui fait que vous pouvez très bien avoir un prof de constit qui est affilié à un parti politique et de manière tout à fait transparente et qui vous donne ses opinions en plein cours. Donc, n'en soyez pas surpris. Ça fait totalement partie de la culture universitaire et c'est la liberté de l'enseignement universitaire face à des étudiants majeurs et vaccinés qui doivent être capables d'avoir un esprit critique. Est-ce qu'il y a d'autres questions que ça? Je n'ai pas l'impression. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre attention, pour vos différentes questions. J'espère que ce stage vous aura répondu, celui-ci et celui de Fanny Mardi auront répondu à vos attentes. Si toutefois vous avez des demandes plus particulières ou besoin de conseils, le Centre de formation juridique est à votre disposition. On organise régulièrement des rendez-vous pédagogiques. Nous allons bientôt avoir des réunions d'information, à la fois pour préparer l'université, à la fois sur ce que nous on propose pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon courage à tous. Et puis, bon courage pour la suite de cette année qui se déconfine petit à petit. Et j'espère que dans très peu de temps, on aura l'occasion de se voir pour de vrai, voilà, dans une réunion d'info dans des locaux. Allez, passez une très bonne soirée à tous et à très bientôt.